Bonjour à tous, bienvenue dans After Sunday. Bonjour Eric. Salut David. Bonjour Thomas, ça va? Salut, très bien et toi? Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à tous. Vous avez été extrêmement nombreux à suivre la première émission, le Grand Prix du Qatar, le débrief du Grand Prix du Qatar. On vous espère encore plus nombreux avec les deux Français sur le podium. C'est maintenant une tradition, Thomas, ça rentre dans les statistiques. Ça. Effectivement, l'année dernière à Doha, ils étaient tous les deux sur le podium. Ils l'ont repartagé plusieurs fois dans la saison. Et là, effectivement, deuxième Grand Prix de la saison, ils repartagent un podium tous les deux. Donc, j'espère d'autres podiums dans la saison, quoi. Ouais, et puis on aura une interview de l'un des deux Français, Fabio Quartararo, qu'on a été voir dans les coulisses de son shooting pour la marque IKKS. C'est exclusif, c'est After Sunday qui vous le propose. Et Eric, on a fait des jeux concours aussi, une visière de Fabio Quartararo, un écran plus exactement dédicacé. C'est bien un écran. Ouais, la Sinon, visière, c'est en cross. voilà. Sinon, Fabio, il se met au cross. Pas tout de suite. Écran dédicacé, ce sera dans les commentaires. Abonnez-vous à la page After Sunday, c'est un préalable. Ensuite, commentez, on tirera au sort parmi les commentaires pour les gagnants. Il y avait des gagnants, mais avant ça, on vous annonce aussi des gagnants pour le Shark Grand Prix de France. 2 places pour le Shark Grand Prix de France qui se déroulera le 14 et 15 mai, 13, 14, 15 mai prochain. Ce sera évidemment sur le circuit du Mans, où se déroule aussi l'ouverture du championnat de France. On en reparlera dans quelques minutes. Ouais, Hein. on en reparlera. Il y aura les 24 heures du Mans aussi. Dans quelques minutes, évidemment, il y a aussi une combinaison à gagner, une combinaison RST. C'est le concours de pronostics RST, le retour du concours de pronostics. Donc, soyez nombreux. Commentez évidemment cette émission pour gagner, pourquoi pas, cette combinaison. Alors là, c'est pas un tirage au sort, ce sera le meilleur, celui qui s'approchera au plus près. On reste dans les jeux concours. On a fait gagner des lots et il y a les chanceux avec Margot Derway qui gagne un slider de Johan Zarco, ainsi que Sig Notsad. C'était le principe du concours, c'était de commenter tout simplement notre émission des sliders Zarco. 2 places pour le Grand Prix de France. Alors c'est une personne qui gagne les 2 places. Hein. On a débattu ici sur ce plateau. C'est plus sympa d'y aller à plusieurs. C'est plus sympa, effectivement. C'est Sarah Yellow 46. Alors 2 places, il y aura pas aussi. Ouais. Par contre, j'ai interviewé Claude Michy qui me disait qu'il y aurait par contre une exposition probablement avec les motos de Rossi. Donc, Ouais, très lié à. Comme à Ouais. Valence. Comme à Valence. alors je sais pas si ce sera celle-ci ou quoi, mais en tout cas il y aura une exposition apparemment D'accord. liée à Valentino Rossi. Sympa. Il y avait les 9 motos du titre de Ouais, Valentino Rossi à Valence. Ouais. C'était sympa. Même lui était impressionné. Les livres de Michel Turcot ont été gagnés respectivement par Thomas Morcellino, non? Je l'attends toujours. Ah, tu l'attends toujours le livre de... Non, Pascal Panizzi qui gagne le livre sur Fabio Quartararo. Il y a Vincent Bouchat qui gagne le livre sur Tech 3 et Émilie Le Pioufle, le livre sur Valentino Rossi. Voilà, pour la parenthèse enchantée, c'est Michel Fabre qui gagne ce livre. Et puis l'écran de Marc Marquez, c'était un super lot à gagner. Écran dédicacé par Marc Marquez, gagné sur YouTube par Yann L. Si on était mauvaise langue, il en a eu besoin ce week-end. Malheureusement. Ouais. Voilà, exactement. Alors, des invités dans cette émission After Sunday. Un invité de marque avec le président de la Fédération française de motocyclisme, Sébastien Poirier, habitué de l'émission. Il nous rejoindra tout à l'heure pour parler des prestations des Français. Et puis Margot Levanto, notre nouvelle chroniqueuse, Margot GP, qui nous parlera de Moto 2 et Moto 3. Mais d'abord, on l'attend tous. Il n'est pas avec nous, c'est le grand absent de cette émission, Michel Turcot. Il est dans l'avion. Il a quand même pris le temps de nous établir un super débrief.
Salut David, salut Eric, Thomas. Je suis encore en salle de presse pour quelques heures avant de rentrer en France. Donc c'est pour ça qu'on enregistre cette petite séquence parce que quand vous serez en live, moi je serai dans l'avion. Donc voilà. Là, on est à 2 heures après la fin de la course et il y a encore de l'ambiance dans la salle de presse. De l'ambiance dans la salle de presse. Et c'est maintenant que Michel va nous débriefer la course de Miguel Oliveira. Oui, David, une KTM qui gagne le Grand Prix d'Indonésie. Personne n'aurait misé là-dessus à la fois avant le premier Grand Prix durant les tests et même en arrivant ici. La première surprise de KTM, c'est au Qatar, hein, c'est de voir Binder sur le podium. Et du coup, ce podium de Binder, en fait, a réveillé Oliveira. Tout le monde s'accorde à dire ça chez KTM. Il est un peu démoralisé par sa fin de saison, par un hiver où les motos semblaient un peu tourner en rond. Et voilà, de voir Binder performer avec cette moto, ça l'a réveillé. Il a attaqué dès les premiers essais. Oliveira, il a été là. Et puis voilà, donc il a fait un week-end solide. Et même la pluie, on aurait pu imaginer que ça allait le déstabiliser. Au contraire, ça lui a donné des ailes. Il a eu une super confiance dès le départ et super victoire. C'est sa 4e en MotoGP. Voilà, en tout cas, ça laisse à penser. Alors, est-ce qu'on peut dire que KTM redevient un prétendant au titre? Bon, on a eu 2 courses, mais c'est vrai que 2 courses avec 2 podiums, une victoire. KTM qui est leader du championnat du monde des constructeurs, c'est encourageant. Hein. On sait que KTM, c'est depuis cet hiver un nouveau responsable du service course à l'usine, un nouveau team manager avec Francesco Guidotti, donc c'est plutôt encourageant pour les Autrichiens. Miguel Oliveira, il gagne chaque année, mais il a toujours des passages à vide. Est-ce qu'il doit chercher plus de constance? Parce qu'on sait qu'il est rapide, mais il faut que les conditions soient réunies. Oui, c'est la régularité, c'est effectivement ce qui va manquer. Après, on sait qu'il s'est aussi blessé. On sait qu'il a eu un petit passage à vide. L'an dernier, il est devenu père de famille. Ça l'a visiblement un petit peu perturbé. Voilà, donc là, on va voir s'il confirme sur la durée, quoi. Hein. Mais c'est sûr que c'était son point faible et c'est là-dessus qu'il doit travailler. Thomas, quelques statistiques sur Miguel Oliveira? Bon, pas spécifiquement, mais sur KTM, Michel l'a souligné, c'est vrai qu'il mène le championnat du monde constructeur. Et c'est la première fois que l'usine, depuis son entrée en MotoGP, mène le championnat du monde des constructeurs. Donc c'est bon signe, même si effectivement on n'est que sur la 2e course. Mais, comme le rappelle Michel, ça montre que les KTM, 2 podiums, 1 victoire, elles sont là. Ouais, elles sont là. Et puis Miguel Oliveira, 4 victoires en MotoGP, une par an au moins, de la première année, l'année dernière. Voilà. Bon, on espère que ça va s'arrêter là alors, pour laisser la place aux autres. Non, mais c'est vrai, en plus, ce que disait Michel, et on l'a revu sur les images, il fait un départ de fou et c'est ce qui conditionne sa course parce que, on y reviendra après sur les Français, mais il part de la 3e ligne et au premier virage, il est dans les 3 premiers quasiment. Donc, ça a même surpris Johan Zarco, c'était le premier à le reconnaître. Et je pense que sous ces conditions-là, on en reparlera aussi, mais le grip de la piste, etc., ça l'a libéré et il est parti et personne ne l'a revu, quoi, quasiment. Il dépossède de nouveau un Français de la victoire, puisque à Barcelone l'an passé, c'était Johan Zarco qui était derrière. Là, cette fois, c'est Fabio. Donc, Et il a tendance à priver souvent les premiers vainqueurs, parce que Paul Espargaro, il y a l'année d'avant, et effectivement, il s'est fait rafler la victoire par Miguel Oliveira. Donc Miguel Oliveira, très très belle victoire pour le pilote portugais. Ça pourrait être notre coup de cœur, mais c'est déjà le vainqueur. On reviendra plus tard sur le coup de cœur. En attendant, on va parler des Français parce qu'il y a eu 2 Français sur le podium. On écoute Michel sur son débrief à propos des pilotes tricolores. Oui, grosse satisfaction pour les 2, même si un petit bémol à la fois pour Fabio et
Johan, parce que bon, s'il avait pas plu, enfin voilà, on sait que la course a été retardée de plus d'une heure, il est tombé un véritable déluge. Sur le sec, Fabio était vraiment au-dessus de la mêlée. Non seulement il avait fait la pole, mais en plus il était en termes de rythme de course, il était vraiment plus fort. Donc je pense que sur le sec, il serait parti devant, plus personne ne l'aurait revu. Là, quand on a vu la pluie et que tout le monde s'est finalement mis en grille, on s'est dit, bon, c'est dommage, ça va pas être le jour de Fabio, quoi. Et puis, il part en tête. Et puis là, après, on le voit perdre des positions. Et là, on se dit, ben voilà, une fois de plus, Fabio sous la pluie, ça le fait pas, quoi. Et puis finalement, il s'est mis à se sentir de mieux en mieux sur la moto et il a fini super fort. Il revient un peu. Alors, la course a été raccourcie de 7 tours. Elle est passée de 27 à 20 tours parce qu'on craignait un petit peu que le revêtement se dégrade. Enfin, c'est une décision qui avait été prise avant la pluie, hein, donc on avait peur que le revêtement se dégrade avec trop de passages. Peut-être qu'avec 7 tours de plus, il serait même allé chercher Nigel parce qu'il était vraiment, d'ailleurs Oliveira l'a reconnu, hein, il était content que la course fasse 7 tours de moins. Il a vraiment fini super fort. Quand on lui dit finalement tu vas aussi vite sous la pluie, ça l'agace, Fabio, parce qu'il dit mais moi j'ai toujours été vite sous la pluie. Le problème c'est que la Yam, on sait qu'elle a un problème de grippe. Donc dès que quand il pleut sur des circuits où il n'y a pas de grippe, je suis en difficulté et il n'est pas le seul Yamaha dans ces cas-là. Et là, Mandalika, étonnamment, le revêtement a été critiqué, mais sous la pluie il offre un très bon grip. Et il s'est retrouvé avec une moto qui fonctionnait bien, il s'est senti à l'aise et voilà, il prouve qu'il peut aussi aller vite sous la pluie quand il y a de l'adhérence qu'il faut à la fois de la moto et de la piste, quoi. Donc ça, c'est la satisfaction, voilà, avec le petit bémol de se dire que s'il n'avait pas plu, il aurait certainement gagné cette course. Mais quoi qu'il en soit, il fait une bonne opération. Il remonte à la 3e place du classement général. Il est à 3 points du leader, je crois. Et surtout, il a devant lui Bastianini et Binder qui sont pas, on va pas dire qu'ils font partie des favoris, même s'ils peuvent se révéler. Enfin, en tout cas, Bagnaia, lui, n'a marqué qu'un seul point de course. Marquez n'a pas pris le départ. Enfin, voilà. Donc, parmi les favoris, ce qu'on imaginait, Mir a été en galère complète au week-end. De ce qu'on imaginait, c'est parmi les favoris, c'est lui qui fait finalement le début de saison le plus solide. L'autre Français, Johan Zarco, il a fait un départ correct. Et puis derrière, il revient, mais un peu tard, il l'a dit. Ouais, il a dit qu'il lui avait fallu quelques tours pour prendre un petit peu la mesure de la piste. Au début, il y avait pas mal d'eau et il était un petit peu hésitant. Il a manqué un petit peu de confiance sur les premiers tours, c'est ce qui lui a coûté. Ensuite, il finit bien, il s'accroche. Quand Fabio le place, il s'accroche derrière lui et ça lui permet de redoubler Miller pour s'offrir le podium. Lui aussi dit que peut-être qu'avec un peu plus de tours, il aurait surtout mieux parti, un peu en confiance plus tôt, avec un peu plus de tours sur la fin, il aurait pu peut-être accrocher la victoire. Donc, une petite déception, mais enfin bon, un podium, comme il dit, un podium en MotoGP, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir apprécier. D'autant que il est meilleur Ducati et au Qatar déjà il était meilleur Ducati usine, on va dire, hein, puisque Bastianini a gagné avec une GP21. Donc pour l'instant c'est lui qui s'en sort le mieux avec cette nouvelle moto qui a encore des problèmes, hein, parce que voilà, il a mis du temps à prendre ses marques, Johan, mais aussi il a souffert d'un problème cette moto, elle patine à l'accélération, donc sous la pluie c'est encore plus crucial, ce qui fait qu'elle tourne mieux, mais elles sont moins bien des virages, ce qui fait que les pilotes n'exploitent pas le moteur de cette moto qui est le plus performant de la grille, hein. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué pour eux. Miller a flingué lui son pneu pluie rapidement, donc il a perdu des places. Et puis Bagnaia lui c'est l'avant. Le pneu avant, il a détruit son pneu et il n'avait pas de feeling et voilà, il termine loin lui aussi, hein, il termine 15e. C'est son premier point de la saison. Pour celui qu'on annonçait comme le favori du championnat, c'est quand même pas terrible. Des Français qui performent forcément, ça fait plaisir au président de la Fédération française de motocyclisme. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes habitué des lieux, hein. Écoutez, j'ai eu la chance d'être invité 2 fois l'an passé. J'ai passé un très bon moment, donc je réponds toujours avec beaucoup de plaisir aux invitations qui me sont passées. Les performances de Quartararo, les performances de Johan Zarco, est-ce que ça se traduit sur le nombre de licenciés pour les épreuves sportives, Sébastien ?
Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a vécu une fin d'année dernière historique en termes de prise de licence. On a une campagne primo-licenciée qui est réservée aux nouveaux licenciés. Et donc, on a franchi le cap des 5000 prises de licence au titre des primo-licenciés, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, ce qui est certain, c'est que l'image de la moto aujourd'hui, elle est positive à travers nos champions, à travers un Johan comme un Fabio, qui porte un regard positif sur la moto. Je pense qu'on a affaire à des jeunes qui sont vraiment bien dans leur basket, ça se sent, qui ont le sourire facile, qui s'expriment bien. Et donc, évidemment que c'est important pour la moto. Et je crois que tous les sports sont portés par leurs champions. Et à chaque fois qu'on a la chance d'avoir des champions, ben c'est à nous, fédération, de traduire, de faire en sorte que l'on puisse les accueillir, tous ces futurs Fabio, Johan, dans nos clubs. Et c'est tout le travail que nous menons actuellement. Ça se traduit immédiatement, l'effet a été immédiat d'une année sur l'autre avec le titre de Quartararo. Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on est aujourd'hui, on a un titre de champion du monde historique. On a eu un nombre de primo-licenciés historiques. On a, à mon avis, grâce à la dynamique qui est portée par la vitesse via le titre de Fabio, pu mettre en place, nous, fédérations, différents championnats régionaux de vitesse, ce que je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à faire, ou ça aurait été sans doute beaucoup plus long, s'il n'y avait pas eu ce titre historique. Donc on s'approprie les pistes de karting parce qu'on voit beaucoup de motos sur les pistes de karting. Donc ça, c'est un travail qui est fait grâce je dirais, au titre de Fabio. Ça nous permet d'accélérer, nous, notre déploiement de projet. Et ça, par contre, c'est certain que c'est lié au titre de Fabio, avec un focus des grands médias, un focus de nombreux Français qui suivent aujourd'hui Fabio, parce qu'il a glané un titre qui est vraiment hors norme, qui est exceptionnel et qui est d'un poids sportif totalement hors du commun. Vous échangez des fois avec les autres fédés? Oui, écoutez, pour ne rien vous cacher, j'étais pas plus tard que ce week-end avec nos amis espagnols et italiens. On a pas mal discuté, notamment formation, filière, les âges. On a du retard en France s'agissant de la filière vitesse, c'est-à-dire qu'on le voit, on n'a que 3 pilotes français en Grand Prix. Ceci étant, on a quand même des pilotes français qui performent en Superbike, on a des pilotes français qui performent en endurance. On a eu un week-end fantastique de motocross avec une victoire de Tom Vial et une deuxième place de Maxime Renaud pour sa première année. Donc, on a des Français qui rayonnent. C'est vrai qu'en vitesse, on a la chance d'avoir 2 pilotes hors normes, mais on a un peu moins de masse que nos amis espagnols et nos amis italiens. Donc le travail consiste à essayer de voir ce qu'ils ont mis en place et puis voir ce que nous, on a mis en place en motocross pour le dupliquer en vitesse. Alors nos amis espagnols, nos amis italiens, on va en reparler avec la suite du débrief de Michel, parce que c'est pas fini. Michel parle beaucoup et il enchaîne avec la suite du débrief. Mais d'abord, nous sommes allés, c'est Michel qui est allé à la rencontre de Paul Espargaro. C'était sur le circuit de Mandalika, c'était au moment des tests. Et le discours de Paul, on va en reparler après, il n'est plus tout à fait le même. I have the feeling this year we have come back. We are again on the game. You know, I have the feeling the bike understands the tires much more. We understand through the year much more the problems we got, and I think the new bike is based on the solutions we were thinking about past year, and it works very good. I mean, at least what we were trying to achieve, we achieved. Now we need to be fast with it, which is another thing. But what we wanted to do, what Honda wanted to bring on the race weekend on the track, I think we achieved it. The new bike, it gives you extra grip, which is not bad. This always helps. It's more safe, as we talked before, and it's faster on the acceleration and on top speed because the accelerations are much better. Corner speed is better. Stopping is much better because the rear is more attacked to the ground. Whatever with Honda comes with, the targets are always the same. This color needs to win. Doesn't matter with this bike. If the bike is ready, is fast, is low. You know, you need to start with the targets of winning races and winning championships, as Mark have done in the past years, even if the bike was not in the topest level. Paul Espargaro, Eric, c'est lui qui a mené l'essentiel du premier Grand Prix de la saison. Il fait un podium, mais là, le week-end était catastrophique pour Honda, malgré des tests encourageants. Oui, comme le disait Thomas dans sa chronique, lors du premier Grand Prix, il avait fait plus de tours en tête que dans toute sa carrière en MotoGP. Et puis là, effectivement, il y a une polémique autour des pneumatiques par rapport à ce que vient de déclarer Paul sur les essais d'avant-saison.
Voilà. Après, la pluie a modifié aussi la donne. Et puis, il faut voir aussi ce qui est arrivé à Marquez, pneus, électronique. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. On va en reparler parce que Michel a enquêté. Honda, c'est un week-end particulièrement cinglant. Mauvais, on peut dire, parce que du coup, en qualification, c'est encore une fois Marc Marquez qui a été le meilleur représentant Honda. Il était en 15e position, même s'il est parti 14e grâce à la pénalité de Franco Morbidelli. Mais ça reste le plus mauvais résultat de Honda en qualification depuis leur retour officiel en 82 en catégorie Rennes. J'exclus le Grand Prix de France à Nogaro où la course a été boycottée. Bon, mais voilà, mais du coup, voilà, pour éviter, pour les puristes, voilà. Mais toujours est-il que ça reste quand même assez remarquable. Et ensuite, là, à l'arrivée de la course, on n'a pas d'Honda dans le top 10. Donc, alors qu'on en avait une sur le podium à la première course. Donc, effectivement, c'est les pneus et Michel va y revenir. Alors Michel a enquêté justement sur les pneus et l'accord avec les Honda, dont Paul Espargaro disait que c'était nettement mieux, que la Honda avait compris. C'est un être vivant, une moto, faut pas oublier. La Honda avait compris les pneus. Eh bien, ça n'était pas du tout la même chose ce week-end à Mandalay. Pendant les tests, c'était il y a un mois, il faisait vraiment très chaud ici. On avait pratiquement plus de 60 degrés au sol et les pneus qu'avait mené Michelin étaient à ébullition, quoi, hein. Ils étaient à plus de 160 degrés. Donc Michelin savait que si on ramenait ce type de pneus, ça ne ferait pas la course. Donc ils ont ressorti une construction, une carcasse qui avait été utilisée en 2018 en Thaïlande et en Autriche. C'est une carcasse qui permet de réduire la température de fonctionnement du pneu de plus de 10, entre 10 et 20 degrés, on va dire. Cette carcasse-là, après, elle n'a plus été utilisée par la suite en 2019 et en 2020 parce qu'il y a un nouveau type de carcasse qui a été développé par Michelin pour réduire la température de la carcasse normale de 5-6 degrés. Mais là, voilà, Michelin, il savait qu'il fallait, les pneus prenaient tellement de température ici pendant les tests qu'il fallait trouver une solution radicale. Donc, ils ont choisi cette option-là qui a fait que les pilotes se sont retrouvés avec des pneus très différents, avec un pneu arrière très différent de ceux qu'ils avaient utilisés, hein, parce que c'est une construction qui est utilisée à la fois sur la gomme soft, la gomme medium et la gomme dure. C'est sur la carcasse. C'est l'ensemble. Voilà, c'est vraiment la carcasse qui est utilisée sur les trois types de gomme, ce qui fait que le pneu arrière avait plus du tout les pilotes n'avaient plus du tout le même feeling avec ce pneu. Et ça a vraisemblablement posé plus de problèmes au Suzuki et Honda qu'au Yamaha, au Ducati ou au KTM, voire aux Aprilia qui s'y sont plutôt bien adaptés, hein. Les commentaires, c'était voilà, effectivement, il y a moins de grippe à l'arrière, mais voilà, on fait plus de tours avec les pneus, donc c'est une question de sécurité. Ça a été admis par tout le monde, sauf chez Honda, où là, les motos sont retrouvées en catastrophe, hein. Alors, on sait que la nouvelle Honda elle a été développée pour améliorer justement ce fameux contact du pneu arrière, ce fameux grip à l'arrière. Donc là, en perdant du grip à l'arrière, les motos sont retrouvées à la rue complète. Les deux officiels sont retrouvés en Q1 et ne sont pas passés en Q2. Ce qui était jamais arrivé. Enfin, en qualif, je vais pas encore une fois dévoiler les stats du doc, mais c'est le plus mauvais résultat de Honda en qualif depuis le retour de Honda dans la catégorie en 1981. Donc c'est vraiment pas terrible. Marquez a fait du Marquez, c'est-à-dire qu'il a pas voulu accepter l'évidence. Il a dit. Alors pendant les essais, il est tombé 3 fois. En Q1, il a dit je fais le maximum. De toute façon, il faut que j'essaie voilà, c'est Marquez, hein, je donne tout pour y arriver. Tant pis si ça passe pas. Il est tombé. Et puis ce matin au warm-up, il est tombé, mais cette fois vraiment très très fort, une grosse commotion cérébrale. Il est parti à l'hôpital en hélicoptère. Bon, il n'a pas perdu connaissance très longtemps, mais enfin, vous avez tous vu les images, c'est vraiment très très impressionnant. Il n'a pas été autorisé à prendre le départ, ce qui est logique. Mais enfin voilà, chez Honda, ça a vraiment été un week-end catastrophique. Et chez Suzuki, pareil, quoi. Ils ont jamais réussi à régler la moto pour s'adapter à cette nouvelle carcasse. Et les deux pilotes ont été en galère, même si finalement sous la pluie en course, ils s'en sortent mieux puisqu'ils terminent encore 5 et 6. Quoi. Des explications très très complètes par Michel Turcot. Les pneus, une problématique, président, qui est
qui est très importante pour les pilotes, pour une question de coût, pour une question de sécurité aussi. Comment ça se passe en championnat de France? Championnat de France Superbike, il n'y a pas de pneumaticien unique pour toutes les catégories, avec une réserve, l'Objectif Grand Prix, qui est une catégorie tournée vers l'apprentissage du haut niveau et très haut niveau. Et il s'avère qu'en European Talent Cup, on est sur un pneumaticien unique qui est le pneumaticien Bridgestone. Donc on a fait le choix en 2022 pour assurer une progression et faciliter ce passage entre le championnat de France et l'European Talent Cup, d'utiliser les mêmes pneus avec des pneus très spécifiques, les Bridgestone, des carcasses vraiment très spécifiques. Et donc on a fait ce choix sportif pour aider nos meilleurs jeunes à pouvoir franchir le pas de l'international. Et puis en Coupe de France Promo Sport, eh bien, on a un pneumaticien unique, en l'occurrence Pirelli, qu'on a signé pour 4 saisons. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre performance et prix, coût, pour faire en sorte que les pilotes, ça soit des catégories promotionnelles et qu'il n'y ait pas une inflation des prix à travers le pneumatique. On en reparlera tout à l'heure du promo sport, Eric, qui vient de se dérouler. Oui, ce qui week-end, s'est la déroulé le première week-end. épreuve à Nogaro. Mais d'abord, c'est le carton rouge. Ça aurait pu être les pneus, mais on a réservé le carton rouge à l'organisation du Grand Prix d'Indonésie. C'est Michel Turcot, encore une fois, qui nous en parle. Alors le carton rouge, alors ça va peut-être un petit peu être dur pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, mais c'est vrai que le carton rouge, ça va être un petit peu ce Grand Prix d'Indonésie qui aurait mérité beaucoup mieux que ce circuit de Mandalika. Alors c'est vrai que en termes de carte postale, c'est magnifique. On a un circuit au bord de la mer. Les pilotes le trouvent tous sympa, même s'il y a eu des problèmes de revêtement qui ont d'ailleurs été réglés depuis les tests. Mais voilà, quand on avait eu, il y a 25 ans, un Grand Prix à Saint-Ould qui était situé à côté de Jakarta, il y avait eu, je sais pas, plus de 100 000 spectateurs. Tout était noir de monde là ce week-end. Les tribunes, elles étaient vides. Alors officiellement, il y aurait eu 60 000 spectateurs. Franchement, pour nous qui étions là, on les cherche encore, parce qu'on a eu des tribunes qui étaient à moitié vides. Voilà, ce circuit il est construit sur l'île de Lombok. L'île de Lombok, c'est une petite île où on trouve des fermiers, des surfeurs, mais pas vraiment des fans de MotoGP. C'est plutôt des gens qui vivent avec des revenus très très faibles. Le billet d'entrée le moins cher ce week-end, c'était l'équivalent de 2 semaines et demie d'un salaire moyen d'un travailleur indonésien. Quand on sait que par exemple au Grand Prix d'Espagne à Jerez, le ticket d'entrée le moins cher est l'équivalent de 2 heures et demie de travail. Pour faire une idée de ce que ça représente. Donc voilà, des prix de billets inaccessibles pour les gens vivant sur cette île et ensuite un circuit qui est très très loin de Jakarta, de la capitale, pour les qui rassemble la plupart la majorité de la population indonésienne, en tout cas des gens qui sont censés s'intéresser au sport mécanique et qui ont les moyens financiers pour se rendre sur un circuit. Donc là, prendre l'avion, venir ici, en plus sachant qu'il y a très peu d'hôtels, que les gens qui vivent un peu du tourisme depuis 2 ans avec le Covid sont privés de revenus. Donc voilà, pour eux, c'était d'avoir arrivé des équipes, etc. C'était l'occasion de gagner un peu d'argent, donc les prix ont explosé. Donc on imagine bien que pour les locaux, c'était le Grand Prix d'Indonésie était inaccessible. Donc voilà, ça c'est quand même mon regret. On se demande un peu pourquoi, enfin on sait pourquoi ce circuit a été fait là, parce qu'il va faire partie d'un énorme complexe touristique, 16 000 chambres d'hôtel, une marina, un parc d'attractions, un golf. Donc voilà, le gouvernement a décidé de développer l'économie de l'île via le tourisme, d'installer ce circuit au milieu de tout ça. Le président était là aussi. Oui, il était là. Joko Widodo était là. Il est venu. On sait qu'il aime bien la moto. Il a participé à la parade qu'il y avait eu la semaine dernière aussi à Jakarta. Mais voilà, c'est un peu dommage. En plus, ce circuit, c'est un circuit qui ne sera pas permanent. C'est-à-dire qu'il va accueillir. Alors, ils espèrent accueillir la F1, mais ils vont accueillir 2 courses, le Superbike, le Grand Prix, peut-être une course d'endurance en fin d'année. Mais les pratiquants de la moto en Indonésie ne pourront pas venir ici faire de la moto. Donc, l'investissement qui est fait par rapport au sport moto, il est. Il n'est pas à la hauteur, il n'est surtout pas adapté. La météo s'en est mêlée, il y avait aussi des questions d'animaux qui pouvaient perturber le circuit aussi. Oui, le circuit, il a été construit sur une zone où on a délogé une 50aine de familles, on a exproprié une 50aine de familles de fermiers, donc ça aussi c'est plutôt moche. Des gens qui n'ont toujours pas été indemnisés, qui ont un peu poussé manu militari. Voilà. Après, on est dans un coin du monde où les gens vivent avec rien.
quand on parle de fermier, on est loin de la bosse, hein, David. C'est des cabanes en bois, 4 plantes plantées ci et là. Il y a 3 vaches faméliques qui se promènent dans les prés. Et effectivement, il y a beaucoup de chiens errants, comme en Argentine, c'est le cas. Et voilà, on a eu, c'est vrai que ça ne fera pas plaisir à Brigitte Bardot ni aux défenseurs de la cause animale, mais voilà, des camions avec des garmes et de fusils qui ont fait le ménage un peu autour du circuit, quoi. C'est un peu aussi l'autre face, pas très jolie de ce Grand Prix. Michel et son carton rouge, un long carton rouge pour les conditions de ce Grand Prix. Autour du Grand Prix, il a parlé du Grand Prix de Saint-Oul. Eric, toi tu y étais. Ouais, merci de me le rappeler. Ouais, on y était avec Michel d'ailleurs, et oui, c'est vrai que c'était une toute autre ambiance parce qu'on était à proximité de l'urbanisation, donc forcément ça change complètement la donne. Et ce que disait Michel est vrai, au niveau de l'affluence, ça change tout. Après, pour la petite histoire, c'était l'année où William Kos était coéquipier d'Olivier Jacques chez Tech 3, et il y avait une grosse polémique, puisque à chaque Grand Prix d'Indonésie, il y a des polémiques, sur le fait que lorsque William Kos s'était fait doubler par les Italiens qui étaient à la poursuite d'Olivier Jacques, ils avaient accusé William de ne pas avoir facilité le dépassement pour protéger Olivier Jacques. Voilà. Bon, ça ne l'avait pas empêché après de faire des performances, mais voilà, quoi. Donc c'était un Grand Prix qui était sympa et des paysans. Voilà. Il faut le recruter pour les stats. Hein. Ouais, mais c'est arrivé plusieurs fois que des Ouais. Français aident un autre Français. Oui, tournade, Ouais, notamment à Nogaro. Avec le Sur maire de le Grand Nice Prix. notamment. Oui, Christian Estrosi. Mais C'était pour la bonne cause. Oui, voilà, c'était pour la bonne cause. Quand le patriotisme est présent, c'est bien aussi. Exactement. Et ils ne se sont pas gênés, les Italiens, pour le faire aussi. Donc, à Oui, charge de leur revanche. Voilà. C'était pour un rendu. Voilà. Capir aussi. Ouais. On ne reviendra pas sur Arada et Capirossi en Argentine. J'y étais aussi, dans le virage, et c'est moi qui ai fait la photo. Donc, on peut en reparler. On fera une émission complète sur Sur les les polémiques, aides. les cartons rouges. Ça libère la parole. Alors, on va retrouver le sourire. On va parler du coup de cœur maintenant. Le coup de cœur, on a été tous unanimes. Sur le carton rouge, il y a eu un petit peu polémique, mais sans mauvais jeu de mots. Mais sur le coup de cœur, c'est Darin Binder, le coup de cœur, et c'est encore Michel Turcot qui officie. Ouais, ben, je vous suis. Je vous suis, je suis assez d'accord. Darren Binder, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué. Alors, c'est vrai qu'en Moto 3, il passait un peu pour le pilote, rentre dedans et qui a fait pas mal de conneries. Ce qui est vrai, hein. Personne ne comprenait pourquoi il se retrouvait en MotoGP. Et finalement, il prouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, que la Yamaha, il confirme que la Yamaha est une moto qui est plutôt pas mal pour débuter en MotoGP. Il fait une course solide, hein. S'il ne faisait pas bousculer par son frangin dans le dernier virage, il pouvait même faire 8 ou 9. Bon, là, il fait un top 10 qui est pas mal. Il est en tête du classement des rookies, ce qui est aussi pas mal pour quand on a en face les 2 premiers du championnat Moto 2, hein, et qui roulent avec des KTM. Et les KTM, Binder et Oliveira prouvent que c'est pas une mauvaise moto non plus. Donc voilà, ouais, il fait un début de saison très honnête avec une moto qui est scalée, il se pose pas de questions, et puis voilà, ils sont sympas les deux frangins Binder, ils sont simples, de bonne humeur, donc c'est vrai que ça fait plaisir, et je vous suis sur ce coup de cœur, mon cher David. Nous sommes tous unanimes, et Margot, tu nous as rejoint, Margot Levanto, donc notre nouvelle chroniqueuse. Est-ce que tu es d'accord avec ce coup de cœur sur Darin Binder? Totalement, parce que c'est déjà, bonjour, pardon, merci de m'accueillir. Je suis totalement d'accord. C'est le premier rookie, encore une fois, sur 2 Grands Prix. Déjà au Qatar, c'était le premier. Là, il marque au total, sur le championnat, il a 7 points. Très décrié, mais au final, pour l'instant, il fait le job, et il est là, et il remplit toutes les cartes. Et il vient directement de la catégorie Moto 3, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Thomas, les frères Binder. Les frères Binder, en fait, là, Brad Binder, du coup, s'est battu avec son frère. Il était ravi après la course. Il a clairement dit qu'il était super fier de son frère durant cette course. Parce que, du coup, Brad Binder, contrairement à Miguel Oliveira, n'a pas fait la même course parce que lui, il a roulé avec son all-shot device bloqué pendant toute la course.
Et lui, comme il le dit, j'ai préféré passer la course, enfin j'ai passé la course à survivre et à regarder mon frère plutôt qu'à essayer de me battre pour justement gagner des places. Mais il a dit heureusement qu'il pleuvait parce que sinon ça aurait pas été la même. Il l'a un peu poussé, son frère. Oui, oui, bah après, voilà, de toute façon, ça reste. Je pense Ça que c'est reste bonne la guerre, course. ouais, c'est ça. Mais ouais, petit coup de malchance pour Brad, mais il était fier de son frère. Ah, puis ce qui est bien, c'est que c'était sous la pluie, et c'est là où il y aurait eu matière à faire des erreurs, encore plus, Ouais. s'emporter, etc. Comme on l'a vu notamment avec Jorge Martin, hein, qui fait une faute au freinage au bout de la ligne droite. Bah là, je pense qu'effectivement, comme le disait Margot, il a fermé la bouche à plus d'un. Voilà, c'est bien. Rendez-vous bien. au prochain Grand Prix. Ouais. Alors, on enchaîne avec les stats, Thomas? Oui. Allez, c'est l'instant stat de Thomas Morcellino. Alors, quoi de neuf sur Bah, les écoute, chiffres, Thomas? Quoi de neuf, docteur? Écoute, non, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà Honda, c'était pour les coups des qualifications, c'était leur plus mauvais Grand Prix depuis 82. KTM, 6e victoire, comme le disait Michel tout à l'heure. Donc KTM, 6e victoire, ça leur permet de passer devant AJS, pour ceux qui connaissent, sur la hiérarchie des ceux qui comptent le plus de victoires en catégorie N. Juste devant eux, donc là ils sont en 8e position, et juste devant eux, il y aura Norton à rattraper, qui compte 21 victoires. Donc c'est. Bon, il y a encore un petit peu de marge, mais bon, voilà. Ça ne sera pas fait- cette année. Probablement pas, mais c'est quand même intéressant de voir. Peut-être pas. Hein. Ouais, bah, il y a 21 Grands Prix, on sait. Qu'est-ce qui est désagréable. Ouais, il va nous parler de championnat de France après. C'est ça, oui. J'avais une stat intéressante, mais qui a été mise à mal par Miguel Oliveira. On aurait pu avoir une 4e victoire consécutive de Ducati, ce n'est pas arrivé. C'est parce que toi, Thomas, tu espères Bah, ça, les c'est le résultats problème. en fonction des statistiques que ça pourrait produire. C'est le biais On a du déjà vu. statisticien, c'est que, ouais, effectivement, des fois, tu as envie que des choses se passent. Voilà, ça s'est pas passé. J'aurais bien aimé une victoire Ducati, parce que ça aurait été la première fois que Ducati enchaîne 4 victoires de suite. Mais on a quand même un truc intéressant, c'est qu'on a une 4e victoire consécutive d'une marque européenne. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis les années 73-74. À l'époque, c'était avec MV Agusta, pardon. Koenig aussi, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se souviennent. Donc, c'est aussi la dernière fois qu'on n'avait pas eu 4 victoires. Enfin, on n'avait pas eu un japonais qui se mêlait. Donc, du coup, ça reste assez intéressant. Donc, ça montre qu'il y a une tendance européenne en ce moment. Et puis ça montre qu'on a toujours des statistiques à sortir, Thomas, justement. Donc, d'autres stats? Ouais, une petite dernière, mais je spoil un peu ton sujet. C'est la victoire de la victoire de Somkat, alors je sais pas comment le prononcer, mais Chantra en Moto 2. Donc c'est la première victoire d'un pilote thaïlandais en Grand Prix. Plusieurs Thaïlandais s'en sont approchés, notamment Ratapak Villerot qui s'en est approché, surnommé pour certains Patatrak Villerot parce qu'il avait tendance à bousculer pas mal de ses adversaires. Mais lui s'était approché du podium. Il était arrivé 4e position à Assen en 2010. Mais là, du coup, Chantra a fait beaucoup mieux. Il a fait podium et victoire. Villerot, par contre, lui, a gagné en Supersport. Donc, c'était aussi la première victoire d'un pilote thaïlandais en Supersport. Donc, bon, voilà, ça reste un beau Grand Prix pour le pilote thaïlandais. On s'arrête là, on donne la parole à Margot. Bien sûr. Allez, la rubrique de Margot, Margot GP. En Grand Prix, il n'y a pas que du MotoGP, Margot. Il y a Moto 2 et Moto 3. On commence par quoi? Par la Moto 3 Oui. C'était la première fois que la Moto 3 et la Moto 2 se rendaient sur le circuit de Mandalika parce qu'ils n'avaient pas fait les tests hivernaux là-bas, ils étaient à Portimao. Et pour la première, c'est Denis Foggia qui a remporté le Grand Prix. Donc il est parti de la 6e position et l'Italien a fait un très bon départ quand même parce qu'il est dès le premier virage et après un freinage assez tardif, il s'est retrouvé à la 3e place et rapidement le pilote Léopard a pris la tête de la course sans jamais la perdre puisqu'il s'est envolé. Il a même pris jusqu'à 5 secondes et 6 dixièmes d'avance sur le groupe derrière lui et donc du coup ça fait sa 7e victoire en championnat. Il prend la tête pour un petit point d'avance devant Sergio Garcia et on le sait, son objectif cette année c'est le titre qu'il a perdu l'année dernière face à notre coup de cœur du jour. Mais... Ouais, on aurait aimé qu'il se mêle à la bagarre parce que derrière c'était animé. Oui, une grosse bataille derrière, tout au long de la course avec un bon petit groupe. Les deux pilotes Gas, Izan Guevara, Sergio Garcia, aussi Andrea Mignot, Ayumu Sasaki, Romé Mazia, Denis Onjou et enfin Daniel Olgado. On a eu le droit à beaucoup de dépassements, forcément, c'est du Moto 3. Et les positions ont beaucoup changé et il y a eu quelques touchettes, dont à la fin de la course, Ayumu Sasaki qui est parti au tapis et qui malheureusement a amené avec lui Andrea Mignot. On va y revenir juste après. Et au final, c'est Izan Guevara qui a eu le dernier mot pour la 2e position parce que la 3e, on s'y attendait pas forcément. Ouais, c'est une demi-surprise. Voilà, c'est ça.
Parce que Carlos Tataï, qui a décroché sa première pole position, le numéro 99, c'est sa première dans la catégorie. Désolé, je prends du Ah stade. non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de souci. Et donc, il a fait un mauvais départ. Il a été relégué à la 5e place derrière Guevara. Et il a fait que se louper tout au long du Grand Prix. À tel point qu'il a même pris une pénalité à un long lap. Donc, il a réalisé son long lap au 10e tour. Il est resté justement un petit moment à la 14e position. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Sauf qu'à un moment, il a commencé à remonter petit à petit jusqu'à atteindre ce fameux groupe bataille qui se battait. Pardon. Et le pilote CF Moto est arrivé très vite parce qu'il les a dépassés un à un. Il en a même profité des batailles. Il a même profité des batailles de certains pour gagner plusieurs places d'un coup. Et au final, il a complété le podium à la 3e place. D'accord, des perdants par contre. Oui, et j'en ai sélectionné 2. Il y a Andrea Mignot, comme je vous disais, parce qu'il a été vainqueur de la course au Qatar, 4 ans après, si je ne me trompe pas, après sa première victoire. En 2017 au Mugello. Ouais. C'est ça. Et, Merci Doc. et donc lui aussi, il avait son coup à jouer parce qu'il a été premier dans les 2 dernières séances d'essais libres. Il était 5e sur la grille. Et il s'est longuement battu pour ce podium. Sauf qu'à 3 tours de la fin, après une petite bataille avec Romain Mazière et Sergio Garcia, il a perdu énormément de place. Et après, s'est fait emporter par Ayumu Sasaki, comme je vous le disais. Et le deuxième grand perdant, c'est Diogo Moreira. C'est le seul Brésilien d'ailleurs, sur la grille en mondial. Et il nous avait impressionné au Qatar parce qu'il était parti 18e, il était arrivé 6e. Et le rookie pour cette course-là partait juste à côté de Carlos Tataï, donc en 2e position. Et malheureusement, à cause d'un gros problème sur la moto, il a déjà dû prendre le départ depuis la pit lane. Et ensuite, il a dû abandonner tôt dans la course. Mais je pense que c'est que de partie remise pour ce pilote qui a beaucoup de talent. On pourrait parler longtemps de Moto 3 et des grosses bagarres. C'était plus calme en Moto 2. C'est ça, plus calme, moins de dépassements, moins de batailles en course. Mais on a eu notre surprise, c'est Somkia Chantra. Et qui, donc... On y revient. Voilà. C'est vrai, bah oui. Première victoire pour lui, d'un Thaïlandais aussi. Et donc, il a très bon départ. Depuis la 4e position, il a directement pris la tête de la course au premier virage, laissant derrière lui Jack Dixon et Sam Lowe. Et c'est simple, le pilote n'a fait qu'attaquer tout le long de la course. Pour essayer de prendre son avance, il a signé même un meilleur chrono qu'en qualification en 1 minute 35 secondes et 591 millièmes de dixième de moins que Jack Dixon pour la pole. D'accord, l'un gagne, l'autre perd. C'est ça, Jack Dixon, qui c'est le grand perdant de la course, la déception aussi, on peut le dire. L'Anglais était sur le week-end parfait, de bons essais, la pole position, sa première aussi, en route pour sa première victoire ou son premier podium. Et même lui le disait d'ailleurs que lorsqu'il fallait découvrir un nouveau circuit, il était très bon, il s'adaptait très vite, et on l'a vu. Sauf que malheureusement pour lui, comme il a commis une petite erreur au 5e tour, et le pilote Gas a chuté dans le 10e virage. Il commençait aussi à avoir quelques gouttes de pluie, donc peut-être que ça a pu influencer sa chute, mais il est reparti, mais a abandonné par la suite. On passe rapidement sur la sanction et on fait un petit point sur le classement, et après on parlera du point qu'aurait pu avoir Lorenzo. Ah oui. Je voulais rajouter un truc sur Jack Dixon, mais... Non, mais Jack Dixon, c'est vrai qu'il y a un malchanceux parce qu'au Grand Prix de France, il y a quelques années, il menait la course avant de tomber et de se blesser. Et du coup, depuis cette blessure, il a eu du mal à s'en remettre, blessure au poignet, sauf erreur. Et à chaque fois qu'il s'approche du podium, de la victoire ou autre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vrai. On espère qu'il puisse au moins se mettre au même niveau que Sam Lowe ou Scott Redding dans la catégorie pour les Britanniques, quoi. Un petit point sur le classement, Margot. La sanction La sanction, oui. Rapidement. Parce qu'il y a eu une sanction en Moto 2. C'est avant la course pour Pedro Acosta, parce que le champion Moto 3 est tombé sous drapeau jaune. Ouais, ça, c'est dans mal. le virage 2. C'est dans le virage, ouais. Et du coup, il a dû réaliser un long lap pendant la course. C'est dommage pour l'Espagnol parce qu'il avait l'occasion d'aller chercher quand même pas mal de points pendant cette course. Il a terminé 9e, la même position qu'en qualification, mais peut-être que le Grand Prix d'Argentine sera peut-être de son côté. Mais c'est pas mal ça, cette sanction de drapeau jaune, tour annulé sous drapeau jaune aux essais. Ça permet de porter la sécurité comme étant l'élément indispensable et on ne se pose plus de questions. C'est vrai que... alors, ça peut être quelquefois injuste aussi, tout dépend quand est-ce que... Enfin, il y a un caractère injuste par rapport à Zarco au Qatar. Bien sûr, au pilote qui veut faire son temps et malheureusement tombe dans la période où on a eu le drapeau jaune. Et par contre, ce qui est certain, c'est que par rapport à la sécurité des pilotes, ça permet de figer complètement les choses et ça reste quand même le plus important. Ouais, et poser la question à n'importe quel pilote, tous n'ont un jour pas coupé sous drapeau jaune. Ouais, puis
pour aller dans le sens du président, je dirais même aussi que ça peut aussi amener à la sécurité aux commissaires. Bien sûr, Parce que, bien sûr, bien sûr. parce à que, Silverstone en voilà, 2000. parce que en fait, comme tu le disais, David, beaucoup ne réduisent pas leur vitesse. Et quand il y a une intervention, et comme le disait Thomas, je crois que je vais défoncer les micros, ça fait 2 fois que je tape dedans. Le disait Thomas, à Silverstone, les commissaires étaient en train d'intervenir et Très loin, on je n'est pense. pas passé loin de la Bien sûr, catastrophe. bien sûr, bien sûr. Et là, je pense que ça fait aussi partie du jeu de protéger les commissaires. On est d'accord, C'est une règle simple, tout à fait. bonne règle que cette annulation sous drapeau jaune. Un petit point sur le classement, Margot. Oui, Moto 2. Ouais. Donc c'est toujours Celestino Vietti qui est en tête grâce à sa seconde place. Il fait quand même la bonne opération parce qu'il prend des points précieux. Il est suivi tout juste à côté, enfin, il est suivi d'Aaron Canet qui était 3e en Indonésie et Sam Lowe qui complète le top 3 juste derrière. Voilà. Merci Margot, tu restes avec nous pour le Sunday Race Recap. On parlera des autres catégories parce qu'il n'y a pas que le MotoGP dans les Grands Prix, mais il n'y a pas que les Grands Prix. En sport moto, le Sunday Race Recap, c'est maintenant. Les championnats vont commencer et ont même déjà commencé, Eric. Oui, les championnats nationaux, on va dire, qui ont été bien lancés. C'était le week-end passé à Nogaro. Je ne sais pas si vous y étiez, Non. Président. Non. Et vous serez au Mans. J'étais en déplacement à l'étranger pour D'accord. rencontrer nos homologues Ah oui, c'est vrai. espagnols et italiens. Voilà. Donc les promosports ont lancé donc la saison sportive tricolore à Nogaro. Et ce qui est bien, c'est que les choses sont bien faites, c'est qu'il y a eu quasiment que des doublés, puisqu'il y a 2 courses à chaque fois dans chaque catégorie. Donc Hugo Girardet s'est imposé en 1000, Ilyes Blanchard en 600, Maxime Feutz en 500 cup, Valentin Ruedel en 400, Mathis Fernandez en 125. Et il y a que chez les résistants, c'est-à-dire les masters promo, c'est-à-dire plus de 50 ans, où il y a eu un petit peu d'échange. Il y a Cédric Desmaris en première course et Ludovic Descours qui se sont imposés. Et puis en sidecar, un retour à la normale, puisque c'est la paire Fenois-Casa-Druel qui s'est imposée sur les 2 courses. Donc ça, c'est parfait. C'était Voilà. à Nogaro, dont parlait Thomas dans ses statistiques Voilà. tout à l'heure. Il n'y a pas de Ça- grève. Hein. Et il y avait Ça permet, ouais. Ça a permis à Tournade justement de gagner à Ouais. Nogaro. Mm, mm. Ouais. Et d'être champion du monde à la fin de l'année, Voilà, exactement. en 82. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est le premier champion du monde français officiel. Après, bref, On y reviendra. Patrick Ponce, Jean-Louis Tournadre, on y reviendra. Président, le circuit de Nogaro, c'est une institution dans Ouais. le championnat de France, Promosport. Promosport, championnat de France Superbike, fait partie de ces équipements qui ont su évoluer au fil du temps, hein, puisqu'il y a eu des travaux considérables qui ont été réalisés il y a moins d'une dizaine d'années et qui font que ce circuit fait partie des circuits majeurs que la France a la chance de compter, qui sont bien gérés, qui sont sains, qui travaillent toujours pour le développement des sports mécaniques, puisqu'il y a aussi beaucoup de voitures, mais la moto représente quasiment, plus de 50% de leur activité. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à aller dans le Gers sur ce très très beau site, a fortiori cette année, puisque Monsieur Diviès nous a quittés l'an passé, hein, donc c'était l'occasion d'y retourner pour une course moto sans lui, mais avec sa famille, avec Caroline. Et donc l'histoire continue et perdure, et c'est toute la force de nos histoires communes. Un autre circuit historique, c'est celui qui va accueillir le championnat de France Superbike ce week-end, Eric. Voilà, ouais, ce week-end, ouverture du championnat de France Superbike. Donc, on parlait de la catégorie OGP. Ça sera l'une des catégories à suivre cette année avec les efforts mis en place par la fédération et le président. Donc, ça sera intéressant. Il y a une grosse affluence puisqu'il y a beaucoup d'inscriptions. Il y a eu des listes d'attente. Alors là, président, vous n'avez pas fait, enfin, vous, en tout cas, ce premier rendez-vous. On ne va pas dire que la FFM est totalement responsable de tout à chaque fois. En fait, il y a eu un petit peu de polémique sur les réseaux sociaux. On a vu des pilotes de talent avec certains palmarès qui sont en liste d'attente. Valentin Debise, qui a été champion de France 600, qui a été à 2 doigts de récupérer aussi le titre en Superbike, était encore il y a 1 semaine et demie sur liste d'attente. Hugo Clerc, notamment, a fait part un petit peu de sa déception de ne pas être au départ. C'est un petit peu dommage entre le palmarès et, je dirais, le côté engagement financier. C'est pas que engagement financier, c'est engagement à l'année. C'est-à-dire qu'on a privilégié à juste titre toutes les personnes qui s'inscrivaient sur tout le championnat. Ce qui paraît logique de privilégier les personnes qui s'inscrivent sur un championnat complet plutôt que des personnes qui vont s'inscrire que sur le Mans. A fortiori parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de pilotes qui viennent au Mans en vue
de la préparation aux 24 heures. Donc, c'est vrai que cette année, on fait grille pleine quasiment dans toutes les catégories, 600 et Superbike. On a eu un gros transfert de pilotes, de jeunes pilotes du 300 vers le 600. Très clairement, on a été nous-mêmes très surpris du nombre de pilotes qui étaient en liste d'attente. Mais ce que l'on peut dire, c'est que tous les pilotes inscrits à l'année sont bien intégrés au Mans. Derrière, il y a une liste d'attente qui avait des règles d'inscription qui étaient extrêmement claires en termes de délai. On le regrette parce qu'il y a des bons pilotes qui peut-être ne pourront pas participer occasionnellement à cette épreuve, mais encore une fois, je le redis, tous ceux qui sont inscrits à l'année pourront participer. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est la dynamique que ça engendre, que ça procure. Ça veut dire qu'on revient sur des plateaux d'antan, où on avait beaucoup de pilotes et on avait des qualifs. Ça veut peut-être dire que pour 2023, il faut qu'on s'interroge sur comment gérer ces qualifs si on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de pilotes. La difficulté, une fois que le calendrier est figé, une fois que les catégories sont attribuées, c'est qu'on est vraiment très tendu en termes de planning, de timing. Et par exemple, au Mans, on a 2 courses annexes qui sont importantes pour aussi l'équilibre financier de la manifestation et pour faire en sorte que les engagements ne soient pas trop chers. Et donc, une fois qu'on a, entre guillemets, casé des courses annexes, on ne peut pas les retirer comme ça du jour au lendemain. Donc, l'idée, c'est de voir quelle est cette tendance. On est déçu pour les pilotes, les bons pilotes qui malheureusement ne pourront pas participer, mais ce qui nous rassure, c'est qu'ils ne sont pas de mémoire inscrits à l'année pour ces pilotes. Donc on a personne d'inscrit à l'année qui ne pourra pas participer au Mans. Et puis à nous de voir pour l'avenir, s'il y a une tendance aussi forte, eh bien comment est-ce qu'on peut mettre en place des qualifs comme avant, ou en tout cas trouver une formule qui soit ouverte et qui ne soit pas dans la frustration pour des pilotes qui malheureusement pourront pas participer. OGP, c'est Objectif Grand Prix. Oui. Ça fait le plein, c'est bien. Alors ça fait le plein. On n'est pas grille pleine, mais on est autour de 20 pilotes en Objectif Grand Prix, ce qui est déjà un très beau résultat. 20 pilotes, c'est plus que l'an passé. On est sur une belle tendance. Et je vous dis, ce qui est important sur l'OGP, c'est qu'on s'est rapproché de l'European Talent Cup. Donc ça veut dire qu'on a Plumaticien qui est partenaire Bridgestone et qui est unique. Donc en lien avec le passage en ETC. On va aussi avoir un boîtier unique, même si on a des difficultés d'approvisionnement là, et comme beaucoup d'ailleurs, donc il sera opérationnel sur la deuxième ou troisième épreuve, mais en tout cas, il y aura un boîtier unique, on aura un bon de puissance qui va être mis aussi en place sur cette catégorie, sur toutes les épreuves, pour vérifier la puissance des machines. Donc oui, on met pas mal de moyens. En Superbike, on aura aussi des wildcards, une wildcard pour le Grand Prix Superbike catégorie 300 avec le team Flambeau, donc pour le meilleur 300. On aura 2 wildcards en 600 et puis on aura potentiellement aussi des wildcards pour les meilleurs en Objectif Grand Prix pour aller s'essayer en ETC. Donc voilà, on essaie vraiment de créer cette filière pour faire en sorte qu'on les accompagne, qu'on les aide et qu'il y ait aussi la possibilité de rouler sur le Grand Prix de France dans des conditions vraiment de qualité avec des teams français, Flambeau et le GMT 94, pour faire en sorte que il y ait une préparation et que ça mette en lumière notre championnat de France, qui est un très beau championnat de France. Championnat de France, ce week-end. Donc, ouais, ce week-end au Mans. En plus, il va faire super beau. Donc, si on en croit la météo. Donc, n'hésitez pas, venez au Mans parce que là aussi, ça fait du bien. On va retrouver du public. Oui, donc, ça, c'est une bonne chose. Le championnat de France, il y a les 24 ans. On rappelle qu'il y a des places à gagner pour le Shark Grand Prix de France les 13, 14, 15 mai avec en commentant tout simplement cette émission. Et puis, on le disait, les 24 heures du Mans, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt et ça va être très, très, très vite dans le vif du sujet puisque au terme du championnat de France qui aura lieu donc ce week-end, le lundi, ça sera off, mais le mardi et le mercredi, il y aura les tests près 24 heures, donc avec, on va dire, les grosses équipes qui sont prétendantes à la victoire et au titre en EWC. Et puis pour continuer un petit peu ce Sunday Race Recap pré-saison, on va dire qu'il y a eu des tests à Misano la semaine dernière en championnat du monde Superbike. On a eu, alors il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait des bons résultats du côté des Français. Lucas Mayas a réalisé le 3e temps derrière Alvaro Bautista et Gareth Gerloff, le pilote officiel, enfin le pilote Yamaha, on va dire Team B de chez Yamaha. Donc 3e temps pour Lucas Mayas qui a
étaient enchantés par ces nouvelles suspensions. Ils sont au Linz maintenant, donc ça c'est très bien. Il y a Loris Baz qui a effectué aussi son retour chez BMW. Il a été crédité du 7e ou 8e temps, 8e temps, pardon. Il y a Eugène Laverty, il y a Scott Redding aussi qui faisait ses débuts sur la BMW, donc 8e temps. Chris Ponson 10e. Le seul petit bémol, c'est chez BMW où Michael Van Den Mark s'est blessé à VTT. Il a une fracture de la jambe et a priori il ne sera pas là pour l'ouverture de la saison. Sinon c'est un miracle. Ouais. Et puis pour finir là-dessus, Bautista meilleur temps chez Ducati comme les années précédentes. Reste à savoir comment il va gérer la saison parce qu'il avait gagné les 10 premières mais il n'avait pas été champion. Ouais, Et puis Johnny Yamaha, Ray, fait beaucoup de travail aussi. Voilà. ouais, Il y ça, a eu beaucoup ça- d'évolutions chez Yamaha, Ducati, et puis Yamaha. chez Yamaha. Ducati testait un nouveau bras oscillant, Yamaha de l'électronique, les freins. Donc voilà. ouais, ça donne encore Ça plus donne de envie. relief Après, il faudra voir au titre. Toprak, Razzaglioglou et puis Jonathan Ray où il se situe. Mais logiquement, on sera vite fixé puisque la première course, c'est le 8-10 avril. C'est le week-end. Ouais, c'est au même temps que le Grand Prix des Amériques. Voilà. Alors, on parlait d'amélioration technique, on reste dans la technique, Thomas, avec ton zoom technique. Il fait nuit noire sur cette petite route départementale isolée et peu éclairée. Un motard s'apprête à prendre un virage dangereux et très serré. Il entame alors la courbe, quand soudain, rien à signaler. Il négocie le virage sans aucune difficulté et tout va bien. Fin de l'histoire. Banque Populaire est partenaire de l'application Liberty Rider, l'ange gardien des motards. Alors, pour ce zoom technique, je te donne un équipement de sécurité très important ces Est-ce que tu veux que dernières je le années. mette Est-ce que tu veux que je le mette Ah oui, volontiers, ouais. Tu veux que je le mette Faut pas que tu le mettes, faut que tu le déclenches. Mais là, je peux pas. Il faut rouler déjà. Donc, c'est un gilet airbag qui Oui. se met sous la combinaison. Exact. Voilà, après, voilà, c'est ce qui se met sous le manteau parce que là, c'est une version, on va dire, urbaine. Road, Voilà, ouais. ouais. Mais effectivement, je voulais faire le focus technique sur l'airbag. Donc, l'airbag, c'est obligatoire en Grand Prix. Je suis plus spécialisé Grand Prix, mais depuis 2018. L'airbag est apparu déjà presque 20 ans, plus de 20 ans maintenant, parce que c'était en 2000, au salon Intermote, pour ceux qui s'en souviennent. Bien sûr, c'était à Cologne, à Munich avant. Exactement, tout à fait. Et depuis, il y a eu, c'était Denez, Alpinstar, et puis après, il y a eu un autre constructeur, un équipementier français qui s'appelle Inemotion, basé du côté d'Annecy, qui s'est mis aussi. Et donc, l'airbag, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? C'est quelque chose qui, contrairement à un airbag de voiture, ne se déclenche pas au moment de l'impact, il se déclenche avant, parce que le but, c'est d'amortir les chocs au moment de la chute. Et donc, c'est bourré de capteurs. Donc là, j'ai par exemple un boîtier électronique dessus où j'ai des gyroscopes, des accéléromètres, des algorithmes qui permettent justement de voir si on est dans un état de chute ou pas, si on est dans un low side, dans un high side. Donc low side, c'est perte de l'avant, entre guillemets. Ouais. High side, c'est ce dont a souffert Marquez Au warm-up. au warm-up. Quand il atterrit, de toute façon, l'airbag s'est déjà déclenché. C'est déjà déclenché. Donc si on regarde, on peut regarder au ralenti, on le voit souvent même au ralenti. Les pilotes, quand ils chutent, on voit l'airbag se gonfler. Et donc c'est avant l'impact, la plupart du temps. Hein, mais, Président, cette problématique airbag en compétition, elle est prégnante. Bien sûr, la sécurité de nos pilotes est une priorité absolue. Hein. Donc tout ce qui permet d'augmenter la sécurité en termes d'équipement, eh bien, nous, fédérations, on s'y intéresse. Alors il y a beaucoup de pilotes qui utilisent des airbags aussi sous leur combinaison. Après, il faut vraiment bien Tu connais la maîtriser. proportion? Non, je ne saurais pas Pas dire. tout à fait. Ouais. Il faut vraiment bien savoir les utiliser parce qu'on a vu le cas de figure d'un airbag qui s'est déclenché et qui est venu comprimer et compresser un pilote accidenté et qui l'a blessé parce qu'il a fait des décôtes. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit bien porté, bien géré, dont on maîtrise parfaitement l'usage. La difficulté que nous on a par rapport au Grand Prix par exemple, c'est qu'en Grand Prix vous avez les entreprises sont là pour gérer, alimenter, changer les bonbonnes, etc. Nous, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas au niveau d'un championnat de France. Mais par contre, ce que l'on autorise, c'est évidemment les airbags. Et c'est après, attention aux pilotes de ne pas faire n'importe quoi avec votre airbag parce que ça peut se retourner contre vous, entre guillemets, en cas de choc. Mais évidemment que ce sont des évolutions importantes. On travaille beaucoup aussi avec une société pour des airbags en tout terrain, notamment qui ont été testés sur le rallye raid. Donc oui, ce sont des éléments de sécurité qui aujourd'hui sont vraiment efficaces, pertinents et qui ont un sens.
Ouais, l'airbag a pris le pas sur les colis de protection cervicale, puisqu'on parlait de tout-terrain, ça existe beaucoup en tout-terrain, Ouais. des colliers de protection Mhm. cervicale. Ça a été testé par le Rescapir aussi. Non, Mais maintenant, il y a des airbags pour le coup. Ouais, effectivement, en tout cas, c'est à l'étude. Quand j'ai enquêté sur le sujet en fin d'année dernière, j'ai posé la question justement à Loris Capirossi qui m'a dit qu'effectivement, les airbags de cou, c'est quelque chose qui est à l'étude. Alors, c'est compliqué. L'airbag de cou, c'est comment on le déclenche. S'il y a, dans le cas d'une fracture, est-ce qu'il faut le déclencher? Comment ça se passe? Enfin, tu vois, il y a pas mal de problématiques. Red Bull, je le sais, a proposé un projet, en tout cas une ébauche de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui qui se met au niveau du cou des cervicales et qui devrait se gonfler. Est-ce que c'est un airbag qu'on met sous le casque? Est-ce que c'est la cartouche? Où est-ce qu'on la met? Donc, il y a pas mal de problématiques. C'est contrairement à une voiture où on a quand même besoin d'une certaine mobilité. Là, en moto, c'est plus complexe, mais c'est quelque chose qui est à l'étude. En tout cas, ils veulent aller beaucoup plus loin que l'airbag qui protège les clavicules, les côtes, même des fois jusqu'aux hanches. Là, ils veulent monter jusqu'au cou parce que l'année dernière, on a eu quand même pas mal de... C'est un défi technologique, c'est extraordinaire. Bien sûr. Les airbags, les dorsales, entre les dorsales et les airbags, c'est absolument fantastique aujourd'hui la qualité d'équipement des motards. Par rapport à Nogaro 82. Après, juste pour finir, c'est aujourd'hui, on a plus de problématiques sur les amateurs, parce que en MotoGP, c'est des combinaisons qui intègrent les airbags. Bien sûr. Et là, les gilets qu'on met sous les combinaisons, comme le disait Sébastien, il faut prévoir les soufflets d'aisance, puisque quand l'airbag se gonfle, forcément, la combinaison va se développer. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, notamment pour les pilotes au GP, j'en parle en connaissance de cause, c'est les tailles. Parce que des gilets comme ça, pour un gamin de 13 ans qui fait 40 kilos, j'en connais un qui va rouler dans notre structure, c'est compliqué de l'équiper. Et pour la commission de vitesse, c'est préconisé pour cette année et ça sera certainement obligatoire pour l'année prochaine en championnat de France. Mais il faut qu'au niveau des équipementiers, on travaille sur ça. Et un modèle femme ne va pas forcément à un gamin. Voilà. Et ça se démocratise. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est plutôt la bonne nouvelle, on sent que... Oui, tout à fait. Mais justement, comme vous dites que ça se démocratise, c'est qu'aussi l'airbag, je ne veux pas déborder, mais c'est que l'airbag aussi... on a débordé, on avait passé l'heure, on est bien ensemble, on est bien, de toute façon, on n'est pas contraint. Mais je sais que Denez ou autres équipementiers travaillent sur justement des airbags pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent porter un airbag si en cas de chute qui se déclenche avant la chute. Ça existe pour le ski, InEmotion a commencé, sauf erreur, pour le ski, pour le cheval. Et donc ça c'est pareil, les algorithmes sont très complexes parce que le comportement d'un cheval est quand même assez imprévisible. Donc comment on sait qu'on détecte une chute? Enfin voilà, c'est tout, comme vous disiez, l'enjeu technologique qui est derrière, c'est assez impressionnant et c'est très intéressant pour le geek que je suis. Alors la vitesse de déclenchement? Écoute, la vitesse de déclenchement, en tout cas à l'époque quand j'avais posé la question, c'était entre 40 et 45 millisecondes. Ça a probablement baissé depuis, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier la phase de détection de la chute. À l'époque, c'était entre 5 et 6 millisecondes. Donc quand je dis à l'époque, c'était il y a 3 ans. Donc maintenant, j'imagine que ça doit être encore. On y reviendra sur l'airbag avec grand plaisir. Parce qu'il ne déclenche pas. Écoute, déjà, il faut rouler. On va passer aux indiscrétions de paddock. Au niveau des transferts, ça n'était pas majeur au niveau des transferts. Pour le moment, tout est bloqué avec Fabio Quartararo parce que c'est lui, la clé des transferts. Après la décision de Fabio, est-ce qu'il renouvelle avec Yamaha? Est-ce qu'il part? Tout derrière va s'enclencher. Mais nous sommes allés voir une série, nous sommes allés voir une série lancée par Amazon Prime, MotoGP Unlimited. On va commencer par écouter Michel Turco. Ouais, moi, comme toi, David, j'étais un petit peu déçu. D'ailleurs, on était ensemble à la première, à la projection à Paris, il y a un petit moment. Là, on a eu droit aux épisodes 6 et 8. Il y a des moments, j'ai trouvé des moments sympas, notamment, sans vouloir dévoiler les intrigues, mais on voit Aleix Espargaro et Maverick Vinales, un peu un inside chez Aprilia. Ça des trucs sympas. Après, je pense que tous les pilotes n'ont pas joué le jeu, comme d'ailleurs ça se passe aussi en F1. Verstappen, je crois qu'il n'a pas vraiment voulu ouvrir ses portes. On est un peu sur notre fin parce qu'on sait que déjà, la Dorna fait beaucoup de choses très bien en interne, en amenant accès à beaucoup de choses. Ceux qui sont abonnés au site MotoGP.com, des vidéos d'inside, d'après-course, dans les couloirs avant le podium. Enfin, on voit beaucoup de choses un peu privées, on va dire.
Et là, cette série, en tout cas de ce que j'en ai vu, elle amène pas grand-chose de plus. Donc bon, après encore une fois, j'ai vu que 2 épisodes, donc il faudrait voir le reste. Après, c'est sûr que pour des gens, c'est un peu voilà, nous on vit ça au quotidien, donc on est un petit peu habitué à vivre dans ces coulisses-là. Donc pour le grand public, peut-être que ça va être plus intéressant que ça ne l'est pour nous, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Alors Michel m'a spoilé, hein. C'est vrai que j'étais un peu déçu par la série, déçu par les accès qu'il y avait, par le rythme par rapport. J'avais vu Drive to Survive parce qu'il y fait référence, Michel, sur Netflix. Le rythme n'était pas aussi, je dirais, effréné que dans Drive to Survive. Et puis, c'est un peu évidemment que c'est plus scénarisé sur Netflix. Margot, toi, tu as vu la totalité des épisodes. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série? À défaut de vous décevoir, moi j'ai bien aimé. Parce que, alors, si on compare à Drive to Survive, je la trouve beaucoup moins romancée, par contre. Alors, certes, il y a un peu de romance, mais les musiques, parce que c'est la musique aussi qui fait un peu tout, les musiques qui sont choisies à chaque Grand Prix, je trouve tout est bien choisi pour amener à le minimum, enfin, l'attention qu'il faut, le stress qu'il faut. Après, enfin, c'est sympa, justement, pour le grand public d'aller à l'intérieur, enfin, voir les côtés. Enfin, oui, rentrer vraiment dans l'intimité, d'aller chez Spargaro, de Maverick Viñales, de vraiment voir, je ne veux pas spoiler, hein, mais de vraiment voir le divorce entre Maverick Viñales et Yama. Il y a vraiment des images où c'est surprenant, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Après, il y a des critiques aussi à faire parce qu'il manque plein de pilotes. Zarco, Quartararo, peut-être qu'on aurait aussi plus aimé le voir dans son. Il fait quand même une saison. C'est vrai que l'épisode du titre est quand même très léger sur Fabio. C'est l'épisode 6 qu'on a vu. 8. C'est le dernier épisode qui a été diffusé en avant-première. Ouais, effectivement, c'est léger. C'est surtout que tout au long de la saison, moi, je m'attendais à chaque fois, je me dis bon, c'est peut-être le prochain parce que je ne regardais pas les résumés. Et en fait, c'est beaucoup plus sur les erreurs, les difficultés de Bagnaia et pas trop sur Fabio. C'est vrai que la barre était haute avec Netflix et la Formule 1. Ça a redonné un élan à la Formule 1. Après, moi, juste pour défendre Amazon, je veux dire, s'il y a aussi une confiance à construire. Là, on compare Drive to Survive, qui en est à sa 4e saison maintenant. Enfin, la dernière n'est pas terrible non plus. Je sais pas, mais bon, toujours est-il qu'il y a quand même Non, mais c'est vrai, elle vient de sortir, la dernière Drive to Survive. Ça commence à ronronner, on va dire. Ouais, on est blasé déjà. Non, c'est pas être blasé, c'est qu'au bout d'un moment, il peut pas y avoir... moi, j'avais vu un épisode, bon, on va pas parler trop de F1, mais sur As, quand c'est un peu on peut faire le parallèle avec les problèmes de Vignales chez Yamaha, où là, on sentait qu'il y avait de la tension, et là, c'était intéressant. Après, il y a l'épisode sur l'accident spectaculaire de Romain Grosjean, où on comprend certaines choses et on passe vraiment de l'autre côté, et là, on voit là, c'est fluctuant. Après, voilà, comme le dit le doc, il faut que la confiance s'installe. Bah oui, parce que là, les caméras, on le voyait. Enfin, toi, on l'a vu dans le paddock, les micros suivaient les pilotes. Ils étaient partout. Partout, dans la salle de presse, partout. Donc, ils ont dû avoir des centaines et des centaines d'heures de rush, mais que derrière, il a dû y avoir effectivement des indiscrétions, pour le coup. Et que le temps que la confiance s'installe, peut-être les brider un tout petit peu. Mais je pense que les saisons qui vont venir, elles vont être forcément beaucoup, beaucoup mieux. Président, c'est important que la moto accède aussi au grand public avec des majors comme Netflix, bien sûr. comme Amazon. Encore une fois, grâce à nos pilotes, ce MotoGP est un très très beau spectacle. Issu dans le monde entier, partout où vous allez dans le monde entier, un week-end de compétition, vous avez du MotoGP. Donc oui, c'est important. Quand on voit le succès de la F1, de Netflix vis-à-vis de la série, moi je joue avec mes enfants, je vois comment ma fille s'est totalement, il y a 3-4 ans, approprié la F1. C'est-à-dire que la F1, c'était beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, ils ont vécu ça de l'intérieur. Et c'est un regard qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus technologique, beaucoup plus fin sur la mécanique. Et oui, je pense qu'il faut que Amazon trouve sa marque. Ils ont la chance d'avoir un produit qui est hors norme, qui est la MotoGP. Donc il faut vraiment être à la hauteur de ce produit-là, avec de très beaux champions, des jeunes qui ont vraiment des personnalités. Et donc c'est vrai que c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'on a été un petit peu dans la frustration, en se disant mince, ça méritait peut-être mieux, mais
Encore une fois, la première saison de Drive to Survive n'était pas forcément à la hauteur de la deuxième ou de la troisième. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit les scénaristes d'Amazon qui décident de la manière dont on Oui, conclut voilà. un titre. Hein. Si on compare par rapport à la F1. En tout cas, je pense que c'est important en effet qu'on sorte et qu'on s'exporte et que pour la moto, on aille dans les salles de cinéma, dans tous les foyers. J'en attendais un peu plus sur l'année du titre de Fabio Parce d'Inside. qu'on était français, parce qu'on est Voilà. français. Voilà. Je pense qu'une série sur Fabio nous aurait parfaitement convenu. Bon, du coup, on s'est servi tout seul. On est allé en backstage, en coulisses, pendant le shooting de la marque IKKS, qui a choisi Fabio pour égérie masculine aux côtés de Laetitia Casta. Dans quelques jours, ils seront ensemble pour une soirée privée. Donc, Fabio Quartararo, égérie masculine, c'est aussi un accès au grand public. Et justement, Fabio, on en a profité pour lui poser quelques questions. On l'écoute. Nous sommes la génération IKKS, ceux qui portent sur leur peau le goût de la liberté et qui ont choisi de dessiner les lignes de leur allure. Une génération pour qui la terre n'a pas de frontières et pour qui la jeunesse n'est pas un frein, mais un gain. Avec un seul but, choisir sa ligne de départ. La première des choses, c'est que déjà, petit, je portais cette marque que j'adore et je trouve que c'est une marque qui dégage vraiment cet effet rock de liberté. Je pense que sur la moto, c'est ce qu'on dégage. Et je sens que je fais partie de cette génération KKS. Donc c'est vraiment un plaisir de faire partie de cette famille KKS. Je pense que je fais un métier que j'adore. Pilote de moto, c'est ce que je préfère. Après, ouais, j'aurai ma première expérience demain, alors j'ai hâte de voir ça. Non, je pense qu'il n'y a pas que le pilote. J'aime aussi vraiment travailler cette image hors moto. Je pense que c'est super important. Mon équilibre de vie, c'est quelque chose que je fais attention. Voilà, c'est surtout énormément de sport, faire attention à son alimentation, bien sûr, en pré-saison. J'ai le droit de faire quelques écarts, mais bien sûr que c'est quelque chose de très important pour un athlète. Je pense qu'il y a une très grande différence sur la moto. Je suis là pour gagner, il n'y a pas de pitié. Je suis quelqu'un qui a énormément, je ne vais pas dire de rage, mais vraiment une envie de gagner plus que les autres. Et hors moto, je pense que je suis quelqu'un de très gentil, très cool. Donc je pense que c'est même totalement l'opposé quand je suis sur la moto ou en civil. J'ai essayé énormément de looks et j'ai vraiment tout aimé. C'est des looks que je ne m'attendais pas qui me plaisent autant. Et par exemple, ce look-là, je ne pensais jamais vraiment le porter avant de l'essayer. C'est un look que j'aime bien. Donc j'ai vraiment tout aimé, des styles totalement différents. Mais je pense que IKKS va changer un petit peu mon style de mode. Pour, on va dire, le design des combinaisons, c'est le team qui décide, bien évidemment, par rapport au sponsor. Mais niveau casque, gants et bottes, c'est bien sûr avec un designer qu'on essaye de vraiment faire un design qui me correspond. Bien sûr, je dois avoir l'accord du team, mais c'est quelque chose que je regarde énormément, surtout dans la pré-saison, pour essayer d'améliorer quelques petits détails. Donc oui, je fais vraiment attention à ça. Fabio Quartararo nous a fait la gentillesse de nous dédicacer un écran qui sera gagné pour ceux qui commenteront et qui s'abonneront à cette page After Sunday.
le prochain Grand Prix, après le prochain Grand Prix d'Argentine, on retrouvera Michel sur ce plateau et on désignera le ou les vainqueurs de ces lots. C'est le moment de nous remercier, de vous remercier pour cette émission. Merci, Président. Merci, Thomas, Margot. Plaisir. Merci. Et Eric, on se retrouve la prochaine fois pour le débrief du Grand Prix d'Argentine. Ce sera avec Michel Turcot. Merci à tous. Abonnez-vous à la page et puis, eh bien, à très vite.